l'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raise automatique à partir de 3 900 francs par jour seulement. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Alors l'économie mondiale est bouleversée depuis les annonces de Donald Trump concernant les droits de douane aux États-Unis. Et pour en parler ce matin, vous recevez Gaël Lagadec. Oui, Gaël Lagadec, professeur des universités en sciences économiques. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir effectivement sur cette décision de Donald Trump et de son administration d'augmenter toutes les taxes de douane existantes de par le monde, ou quasiment toutes. On va revenir évidemment sur cette volonté et sur ses éventuelles conséquences. Mais avant ça, est-ce qu'on a une idée dans la manière de cette liste a été faite? On a l'impression que c'est un peu, pardonnez-moi l'expression, petit bonheur la chance dans certains cas. C'est une liste qui est difficile à comprendre. C'est une liste de taxes avec deux colonnes en face des pays. C'est le Financial Times, le premier, qui a essayé de comprendre comment ça avait été fait. Et apparemment, il y a un calcul très, très contesté des tarifs qui seraient imposés par les pays du reste du monde aux États-Unis. Ce calcul consisterait à prendre le déficit bilatéral, à le diviser par les exportations du pays. Et ça donne, par exemple, 39% pour l'Union européenne, mais c'est un chiffre qui est très, très surprenant puisque, en réalité, on est plus proche de 3% de droits de douane européens vis-à-vis des États-Unis. Donc c'est un nouvel indicateur de protection commerciale. Et après, apparemment, toujours d'après le Financial Times, et puis d'autres médias américains sont arrivés à la même conclusion, ce chiffre obtenu est divisé par 2 pour avoir le tarif réciproque fixé par les États-Unis. Alors aucun pays n'échappe ou presque n'échappe à cette liste. Est-ce qu'il y a quelle est la volonté derrière? Parce qu'on peut comprendre sur certaines régions du monde que les droits de taxe soient bougés, mais pourquoi s'intéresser à l'ensemble des pays de la planète? Oui, c'est vrai que c'est comme une déclaration de guerre commerciale à l'ensemble du monde par les États-Unis. C'est peut-être pour éviter des effets d'éviction que les flux commerciaux d'un pays qui serait taxé soient remplacés par des flux commerciaux d'un autre qui ne le serait pas. Mais c'est aussi une logique qui a vocation à s'appliquer à tout le monde, avec l'idée un petit peu peut-être paranoïaque que le reste du monde profite des États-Unis. Et que donc il faut faire payer ces pays pour les déficits qu'ils causent aux États-Unis, et puis également pour le parapluie en termes de défense militaire dont bénéficient quantité de pays. Et ceci, objectivement, au détriment des États-Unis, puisque les pays, notamment européens, dépensent beaucoup moins que les Américains pour leur défense. On va revenir sur cette question qui est évidemment importante. Un mot quand même sur certains pays ou territoires qui ont été oubliés dans cette liste, oubliés volontairement ou non, on ne sait pas, notamment la Nouvelle-Calédonie. Il n'y a rien concernant la Nouvelle-Calédonie. Oui, alors... Pourtant, Saint-Martin, Saint-Barth sont taxés, oui, la Polynésie aussi. Oui. Également, donc... Peut-être un oubli, peut-être hors radar. On n'a pas d'explication. D'ailleurs, l'administration n'explique pas la boîte noire. Ce que je vous dis, c'est une explication de journalistes sur comment ils ont fixé ces taxes, mais on ne sait pas pourquoi tel pays, pas tel autre. Par exemple, la Russie n'est pas concernée. On nous dit, les Américains disent, c'est parce qu'il y a déjà beaucoup de sanctions. Mais on voit aussi que parmi ceux qui ont la taxation minimale, il y a l'Iran et l'Afghanistan, qui sont des pays historiquement antagonistes des États-Unis. Et puis Israël, qui est sûrement le pays qu'ils soutiennent le plus, lui se voit quand même taxé à 17%. Donc on ne voit pas non plus de visée géopolitique dans cette liste très disparate et difficile à interpréter. Alors on s'est aperçu depuis que ces annonces ont été faites qu'une cinquantaine de pays environ ont pris contact pour négocier avec l'administration Trump. Est-ce que c'était pas ça le but finalement, de pouvoir voir les personnes qui avaient envie d'entrer en négociation et peut-être de parler de choses beaucoup plus larges que simplement les aspects économiques et les aspects de taxes de douane? Oui, ça fait déjà beaucoup de pays qui entrent en discussion. Après, ce sera du donnant-donnant. On l'a vu déjà depuis le début du mandat de Trump. Il y a parfois des annonces tonitruantes dont la mise en œuvre est différée dès lors que les pays entrent en discussion. Et la force économique, la force militaire des États-Unis fait que, évidemment, il y a beaucoup de pays qui vont
essayer de négocier, de passer aux yeux de Trump pour des bons élèves, pour avoir des diminutions de taxes. Benjamin Netanyahou, le dirigeant israélien, a dit tout de suite qu'il partait lui-même à la Maison-Blanche pour négocier à la baisse la taxation de 17%. Et dans l'esprit qu'on connaît de Donald Trump, tout est affaire de négociation et de rapport de force. Donc il tape fort. Et pour ceux qui rentreront dans le jeu de la discussion, il y aura un rétropédalage qui fera aussi œuvre de pédagogie pour les autres. Ça montre que si on accepte de courber les chines, ben on est quand même récompensé ou moins puni, disons. Il pourrait y avoir une sorte de jurisprudence, en quelque sorte, quoi. Au niveau international, du point de vue américain. Alors quand même, la question qu'on se pose, et c'est difficile de savoir, c'est quel va être aussi l'impact de ces mesures pour l'économie américaine. Parce que forcément, il va y avoir quand même un certain nombre de manques à gagner, même si les taxes augmentent. On imagine qu'un certain nombre de pays vont réduire leurs exportations vers les USA. Quelle est la conséquence que pourraient connaître les États-Unis? On parle déjà d'une inflation qui pourrait monter assez rapidement. Alors, un tarif douanier, c'est une taxe qui est payée par les consommateurs du pays qui l'instaure. Si on exporte pour 1 million de biens aux États-Unis, si on a une taxe de 50% qui arrive, elle va rapporter 500 000 francs aux autres unités. Mais elle sera payée par les consommateurs. Donc il y a plusieurs effets. Les exportations du reste du monde diminuent parce qu'elles se trouvent plus chères, donc la demande états-unienne diminue. Mais ce qui est vendu l'est quand même à un prix majoré par la taxe. Puis troisième effet, l'État central, l'État fédéral, capte des recettes fiscales. Puisque le produit de la taxe, c'est une recette fiscale. Alors, une recette douanière qui abonde le budget. Est-ce que, par exemple, pour sauver le secteur automobile dont on sait qu'il est en difficulté, pour sauver Airbus, pas Airbus, mais Boeing dont on sait aussi que c'est compliqué, est-ce que vous pensez que ces mesures-là peuvent favoriser l'industrie américaine à reprendre du souffle alors qu'elle semble parfois, dans certains secteurs, un petit peu en difficulté? L'objectif a été assez clairement exprimé par Donald Trump, parce que là, les effets dont on vient de parler sont des effets immédiats, avec notamment l'inflation par la majoration des prix, mais l'objectif est la réindustrialisation des États-Unis, particulièrement des anciennes régions États autour des Grands Lacs qui sont des régions largement en déshérence industrielle maintenant. Et pour cela, Donald Trump a dit au reste du monde, si vous voulez éviter les taxes, venez produire chez nous. C'est-à-dire délocaliser vos industries chez nous. Et certainement que certains vont le faire. Et c'est d'ailleurs le jeu des firmes multinationales de jouer sur leur implantation géographique pour maximiser leurs profits. Est-ce que Gaël Lagadec, à terme, cette stratégie de Donald Trump elle va sans doute le faire d'ailleurs, je ne vais pas dire redessiner le monde parce que c'est un peu fort, mais créer de nouvelles alliances entre des pays qui n'avaient pas forcément de rapport entre eux et qui aujourd'hui vont être obligés de s'allier contre l'offensive économique américaine? On peut voir déjà que le pays qui est le plus touché par les nouvelles taxes, c'est la Chine, et qui prend 34% de taxes alors qu'il y avait déjà 20% qui avaient été instaurés. Donc là, on entre vraiment en guerre commerciale. Trump a dit d'ailleurs, et pas que pour la Chine, si vous faites des représailles, ça va aller encore plus mal. Donc on est quand même dans une logique très agressive. Ce qui va devenir difficile, c'est pour les pays, notamment dans le Pacifique, ceux qui souhaitent rester équidistants des États-Unis et de la Chine, ne pas choisir. À partir du moment où les deux grandes puissances sont en guerre de moins en moins larvées, chacun va devoir choisir son camp. Et par exemple, l'Inde va tenter de négocier certainement un abaissement tarifaire avec l'administration américaine. L'Inde est taxée à 26%, donc se rapprocher des États-Unis sans doute en courbant les Chines. Mais l'Inde était en train aussi d'apaiser ses relations avec la Chine, donc ça risque d'être le grand écart et pas pour un petit pays, pour le pays le plus peuplé. Est-ce que Donald Trump s'en aperçoit ou est-ce que ces conséquences-là ne le concernent pas? C'est-à-dire, ce qui peut se passer au-delà de ce qu'il a imposé, lui, ne l'intéresse pas? C'est difficile on sait maintenant qu'il est peut-être plus brutal qu'on pensait dans sa façon de faire, mais je pense qu'il a la conviction qu'il va faire plier les autres pays, qu'il va faire plier l'Europe. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, les aspects commerciaux sont sans doute aussi un moyen de
d'ouvrir une négociation plus large. On l'a vu d'ailleurs en Ukraine, hein, quand on a commencé par discuter d'un cessez-le-feu, très vite on a commencé à discuter de minerais, de terres rares, etc. Alors on a vu ce week-end qu'il y a eu des manifestations aux États-Unis contre cette politique. Est-ce que c'est un épiphénomène selon vous? Est-ce que ça pourrait enfler si l'inflation galope comme on peut le prévoir aux États-Unis? Est-ce qu'il y a un risque de contestation interne? Oui, mais ça n'a pas beaucoup de portée de se mobiliser après une élection, hein. Donald Trump, c'est peut-être le président américain qui concentre le plus de pouvoir de l'histoire en ce moment. Je ne pense pas que les manifestations vont beaucoup le contrarier. En plus, souvent, les manifestations aux États-Unis, ce n'est pas des manifestations de masse, hein, c'est plutôt de l'activisme. La question, c'est, comme vous l'évoquez, est-ce que l'inflation va éroder le soutien politique de l'administration? Il y a ça, hein, et puis il y a les coupes aussi budgétaires qui sont très importantes, impulsées par Elon Musk. Mais certes, il y a des taxes douanières qui vont renchérir les prix. Ça va augmenter les recettes fiscales douanières de l'État fédéral. Et en contrepartie, Donald Trump a donc aussi la capacité de diminuer les impôts fédéraux. Et l'inflation, c'est quelque chose qu'on ressent, mais qu'on ressent de façon assez diffuse. En revanche, une hausse ou une baisse des impôts, là, ça se ressent de façon très directe. Donc il a un moyen quand même de récupérer du soutien politique en augmentant la fiscalité indirecte telle qu'il le fait et en diminuant la fiscalité directe. Un mot pour terminer, Gaël Lagadec, sur la situation des Européens qui semblent être dans la cible, hein, dans le viseur des États-Unis. On a vu, on se souvient, le vice-président J.D. Vance venir en Europe, je crois que c'était en février, et prononcer un discours très dur contre les pays occidentaux à Munich. Est-ce qu'au-delà de cette guerre commerciale, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, les États-Unis ne veulent plus payer les guerres des autres en quelque sorte ou intervenir dans les guerres des autres, l'OTAN est en difficulté, etc. Est-ce qu'au-delà, il n'y a pas non plus une guerre culturelle et des valeurs qui se jouent derrière? Est-ce que l'Amérique n'essaye pas d'imposer un certain nombre de points de vue au-delà simplement de l'économie? Bon, historiquement, on se disait justement que le lien transatlantique, c'est parce qu'on partageait les mêmes intérêts et les mêmes valeurs. Ça a l'air de moins en moins évident. D'ailleurs, l'ambassade américaine en France a envoyé un courrier à des centaines de grandes entreprises françaises en disant si vous poursuivez des politiques de diversité, des politiques inclusives, de lutte contre les discriminations, vous ne pourrez plus travailler avec les États-Unis. Donc on a au contraire là un choc de valeurs entre les valeurs européennes très ancrées et puis les valeurs prônées par la nouvelle administration américaine et notamment des choses comme enlever les personnes LGBT de l'armée, etc. Qui font écho en Russie, d'ailleurs. Les personnes transgenres, oui, c'est vrai. On peut dire que entre l'administration Trump et puis le régime de Poutine, au niveau sociétal, les valeurs convergent. Sur ces mesures économiques, à quel moment on va voir vraiment la portée de ce qui a été fait? Ça peut être très rapide ou il va falloir attendre quelques mois quand même? Il faut attendre quelques mois parce qu'il y a quand même des stocks. Les effets sur les prix, il faut que les stocks soient écoulés avant que on consomme les produits qui ont été taxés. Et puis, il n'est pas impossible que les pays qui rentrent dans le rang, entre guillemets, voient leur situation s'améliorer c'est-à-dire que leur taxation diminue avant que les effets n'arrivent au niveau du consommateur et des exportateurs de ces pays. Donc il y a aussi une course contre la montre, en quelque sorte. Oui, mais cette course contre la montre, elle est encore à l'avantage de Donald Trump. Lui, je veux dire, il a le temps. Hein, j'ai fait ça, et c'est aux autres de bouger maintenant. Montrer que vous acceptez d'être docile, rentrer en discussion ou pas. Et surtout, comme je l'ai dit, s'il y a une représaille, que là, donc, on entre vraiment dans la guerre commerciale, eh bien, les États-Unis ont déjà expliqué qu'ils augmenteraient encore les taxes. Et donc, on va avoir un ralentissement du commerce mondial et probablement une crise économique au niveau mondial qui va s'enraciner. Gaël Lagadec, professeur des universités en sciences économiques, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous.